Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Conversations de mythes. Aujourd'hui, on va parler de la prise en charge diététique de l'anorexie mentale. Les Conversations de mythes, c'est un podcast à destination des professionnels de santé qui veulent de l'information pointue en nutrition. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute. Aujourd'hui, on accueille Tancred. Bonjour Tancred. Bonjour Justine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, de rien, un grand merci déjà à toi de me donner la parole en ce qui concerne ce sujet qui est l'anorexie mentale, qui est un sujet complexe et mal connu. Tout à fait. En public. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi avant de commencer ? Oui, tout à fait. Donc, moi, Tancred Albertelli, diététicien. Je suis diplômé depuis une dizaine d'années. J'ai eu quelques expériences pro, dont la plus marquante était la dernière, à l'hôpital Cochin, à la maison de Solène, qui est un service exclusivement pour adolescents, pour les accompagner d'un point de vue psychique et physique. Et c'est dans ce service que je me suis spécialisé dans les troubles des conduites alimentaires, dont fait partie l'anorexie mentale. Oui, j'ai oublié de préciser effectivement qu'aujourd'hui, on va s'intéresser à la prise en charge diététique de l'anorexie mentale chez les adolescents. Et donc toi, c'est ce que tu préfères faire. Tu me disais que c'est vraiment ce domaine qui te passionne et que tu adores prendre en charge. Ouais, c'est ça. Depuis que je suis installé en libéral, ça représente à peu près la moitié de ma patientèle. Et alors, c'est intéressant parce que tu as double casquette, puisque toi, tu as travaillé dans un hôpital. Donc, tu as vraiment toute cette partie prise en charge de la maladie, parce que quand un ado arrive à l'hôpital, c'est qu'il est gravement malade, on peut le dire. Et tu as aussi cette nouvelle casquette du libéral, où là, tu es plus dans le dépistage, dans la sensibilisation. C'est ça, en fait. C'est ça. Donc, j'ai cette expérience hospitalière où je travaille surtout avec des cas plus graves que ceux que je peux voir en libéral, ou en tout cas pas dans la même phase de leur maladie. D'accord. C'est-à-dire que les patients qui sont hospitalisés, c'est des patients qui ont été diagnostiqués, qui sont en général pris en charge depuis un petit moment, ou bien que parfois depuis que seulement quelques semaines, mais pour qui il y a déjà des soins en place. Donc c'est toujours une demande médicale, une demande d'hospitalisation. Donc voilà, donc il y en a que je dépiste en libéral, en consultation. Et pour qui je mets en place, je coordonne les soins en partie, donc je fais en sorte de les réorienter vers des équipes médicales compétentes. Parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des professionnels de la nutrition, mais il y a aussi des parents, il y a peut-être aussi des enseignants. Qu'est-ce qui peut nous mettre la puce à l'oreille, pour dépister de manière la plus précoce possible un ado qui va souffrir d'anorexie mentale ? Dans l'anorexie mentale, déjà dans la définition de l'anorexie mentale, c'est qu'il y a aussi une perte de poids, entre autres, qui impacte la santé. Donc évidemment, il va avoir le poids comme premier critère et comme premier élément qui peut signaler un souci. Des parents qui se rendent compte que leur ado perd du poids de manière assez importante, est-ce qu'il y a une fourchette? Est-ce que ça va être 5 kilos, 10 kilos? Est-ce que c'est à partir du moment où l'IMC passe en dessous de 18,5 et qu'on arrive en dénutrition? Alors, il n'y a pas vraiment de fourchette, de chiffres. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ado, qu'il soit anorexique ou pas, il grandit, il est dans une période de croissance, et donc il est censé prendre du poids, à moins qu'il ait 18 ou 19 ans et que la croissance soit terminée. Donc, un ado qui grandit, il est censé prendre du poids. Donc, une stagnation pour ces patients de leur poids ou une perte de poids doit, dans tous les cas, alerter. C'est super important de le dire, parce qu'on n'y pense pas. Mais effectivement, un ado qui continue de grandir, mais qui ne prend pas de poids, c'est problématique alors. Oui, tout à fait. Et ça peut amener à une dénutrition. Donc ça, c'est le premier critère. Tu dis le poids qui chute ou qui arrête d'augmenter, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, on va dire que c'est un critère physique, somatique. Et parmi ces autres critères physiques, il y a aussi l'arrêt des règles, l'aménorrhée, ou bien un dérèglement, une irrégularité dans les cycles qui se met en place. Ça aussi, ça peut être le symptôme d'une dénutrition et d'une anorexie mentale.
Et après, il y a d'autres signes comme une grande fatigue, La perte des cheveux, alors? voilà, comme une perte de cheveux et, et d'autres éléments très variés finalement. Ok. Ça touche plutôt les filles, l'anorexie mentale? Donc oui, ça touche majoritairement les filles. 90% de patients souffrant d'anorexie mentale sont des filles, en tout cas à l'adolescence. Mais il faut bien garder à l'idée que ça touche aussi des garçons, dans 10% des cas. Et d'ailleurs, que ce chiffre est probablement sous-estimé dans le sens où le diagnostic des garçons est plus difficile à poser que celui des filles, car souvent ils consultent moins, ou on a moins tendance à pousser un garçon à consulter pour ce type de problème. Ok. Donc perte de poids, arrêt des règles. Est-ce qu'au niveau de leur comportement, on peut remarquer que c'est des ados qui vont peut-être se renfermer un peu sur eux-mêmes, ils sont moins souriants, moins joyeux? Alors oui, tout à fait. Il y a des signes aussi dans le comportement, comme une irritabilité, parfois une dépression. Et en tout cas, oui, il y a des signes de cet ordre-là. Et aussi des signes alimentaires. Dans leurs habitudes alimentaires, évidemment, il peut y avoir des changements. Dans l'anorexie mentale, il y a aussi une peur de prendre du poids et une restriction alimentaire qui se met en place. Donc, c'est des jeunes qui vont réduire les quantités, avoir une restriction, et qui vont sélectionner aussi les aliments. Donc, ça peut être le choix d'éviter certaines familles d'aliments. Ok. Et un ado qui saute le petit-déj ou qui saute le repas du soir, ça peut aussi être un signe, ça? L'adolescence, c'est aussi une période compliquée. De changement à tout point de vue, quoi. Et peut-être un petit peu de rébellion par moment aussi. Voilà. Donc, si ça devient répété, alors dans ce cas, c'est bien de se poser la question. Plusieurs choses qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille, aussi bien, donc le poids, on l'a dit, le comportement, il faut être vigilant, et surtout ce qui se passe au moment des repas. Donc les parents doivent aussi avoir une attention particulière au comportement de leurs enfants à table. Les parents ne sont pas des thérapeutes, mais oui, en effet, c'est sûr que des changements brutaux dans les habitudes alimentaires de leur enfant, ouais, en effet, ça peut mettre la puce à l'oreille. Voilà, on peut rappeler que s'il y a le moindre doute, c'est toujours utile de consulter un professionnel. Ouais, t'as raison, profitons de ce podcast et du fait que des gens nous écoutent pour peut-être aussi un petit peu normaliser, je ne sais pas si c'est le terme, mais le fait de consulter un diététicien quand on a un petit doute. Au pire, on aura payé une consultation, c'est pas la fin du monde. Au mieux, on aura permis de faire un diagnostic peut-être précoce, ce qui va grandement améliorer le processus qui va suivre. Donc voilà, si vous êtes parent et que vous avez un doute, surtout, vous n'hésitez pas à consulter un professionnel. Et je te rejoins aussi, tous les diététiciens ne sont pas formés à prendre en charge des ados atteints d'un trouble du comportement alimentaire. Donc plutôt favoriser un diététicien qui sera formé et qui aura une formation spéciale par rapport à ça. On peut en trouver facilement, en fait. Souvent, c'est quand même spécifié quand on prend rendez-vous. Oui, tout à fait. Et puis après, il y a les associations aussi, où on peut trouver des contacts et des professionnels spécialisés, comme la Fédération française anorexie boulimie. Alors moi, j'exerce à Paris, donc on a le réseau TCA francilien qui regroupe aussi des différents professionnels de santé, où on peut, lors de réunions spécifiques, exposer un cas particulier qui nous pose problème, un cas de patient, et sur lequel on va réfléchir en groupe afin de trouver des solutions pour cette personne. Ouais, super intéressant. Tout ça, on mettra en ressources. Est-ce que tu remarques que, avec tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, les photos en permanence retouchées, les filtres qu'on peut appliquer, est-ce que tu remarques une émergence peut-être de troubles du comportement alimentaire, l'anorexie avec ça? Alors moi, je pense que je suis un peu biaisé, étant spécialisé, on m'oriente beaucoup de patients pour cette raison. Je pense que les réseaux sociaux et ces modèles, entre guillemets, je dirais que c'est davantage des déclencheurs d'un éventuel TCA chez des patients et des patientes qui sont prédisposés. Attention, il y a aussi beaucoup de jeunes qui développent un trouble des conduites alimentaires, une anorexie sans événement particulier. Les réseaux sociaux, etc., compliquent. Ça, c'est un autre conseil qu'on peut donner aux parents, peut-être. C'est si vous sentez que votre enfant commence à être trop obnubilé par certains physiques ou certaines morphologies sur les réseaux, simplement de se désabonner de ces comptes-là. Ouais, ça coûte pas cher en plus comme conseil, c'est pratique. Qui dit adolescence dit aussi parfois relation un petit peu compliquée avec les parents. Donc, les parents sont peut-être pas toujours les meilleurs
les meilleures personnes pour parler d'alimentation avec leurs enfants, d'où la nécessité de consulter un professionnel de santé. Mais si tu devais quand même donner quelques conseils aux parents qui nous écoutent peut-être, voilà, ils ont l'impression que leur enfant souffre d'anorexie, ils doivent forcer leur enfant à manger, ils doivent cuisiner des plats plus riches, un peu sans trop leur dire, mais pour dire d'avoir des calories dans ces plats que l'enfant mange sans trop s'en rendre compte. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, toi, aux parents ? Alors, si le diagnostic d'anorexie mentale a été posé, très probablement qu'il y a une dénutrition. La priorité, ça va être ces soins nutritionnels, ça va être de le renutrir. Je pense que le rôle des parents à ce moment-là, alors il est essentiel, c'est indispensable en tant que soignant d'inclure les parents dans la prise en charge de leur enfant. Leur rôle va dépendre un petit peu de la phase de la maladie. Au début de la prise en charge diététique, on met en place un cadre alimentaire, c'est-à-dire quand le patient est très dénutri, qu'il a beaucoup de peur, etc., on priorise sa renutrition. C'est-à-dire que le fait que son alimentation soit pas très variée, qu'il mange pas de frites, etc., c'est pas un problème. Tant qu'il peut manger certains féculents, toutes les familles d'aliments, finalement, on va pas forcer la réintroduction de tous les aliments tout de suite. On va d'abord faire en sorte qu'ils quittent cette zone rouge, cette zone de dénutrition. C'est dans cette phase aiguë, en fait. On va s'appuyer sur les parents pour mettre en place des règles à la maison et faire en sorte qu'il y ait des quantités qui soient suffisantes, une variété minimum au moment des repas, une répartition adaptée sur la journée, c'est-à-dire suffisamment de repas, de prises alimentaires par jour. Donc le rôle des parents, il est vraiment à déterminer en fait avec, je pense à ce moment-là, le professionnel de santé, le diététicien, et il faut qu'il soit très clair. Moi, très souvent, pour illustrer ce cadre alimentaire, je propose des supports papier et surtout, je les décris et je les explique, on les met en place avec, en consultation, l'ado, le parent et le diététicien. On fait en sorte que tout le monde entende la même chose, que tout le monde accepte aussi ces objectifs-là. Le rôle des parents, ça va être au tout début dans la phase aiguë de la maladie, ça va être de favoriser un environnement le plus aidant possible, sans forcer les choses. De toute façon, le patient est malade. Je veux dire, s'il refuse de manger, forcer, ça ne marchera pas. Ça veut simplement dire que le patient a besoin de davantage de soins, peut-être sur le plan psychique, peut-être sur le plan diététique aussi, peut-être qu'il y a d'autres solutions à trouver. Donc un cadre super bienveillant. On ne force pas son enfant à finir son assiette. Voilà, si le parent observe que l'assiette n'a été consommée que de moitié, eh bien, une attitude qui pourrait aider, c'est simplement de le faire remarquer à l'enfant, à l'ado, proposer d'aller un petit peu plus loin sans que ça provoque de conflits. Est-ce que proposer un dessert, c'est une bonne idée ? Alors c'est une bonne idée, c'est une idée. Après, je pense que dans ce cadre alimentaire, il faut que les quantités elles soient précises pour rassurer l'ado. C'est-à-dire que moi, en tant que diététicien, je lui explique que son déjeuner va être constitué de telle quantité de féculents, telle quantité de légumes, telle quantité de viande, poisson ou œufs, assaisonné avec telle quantité de matière grasse. Ça va le rassurer en fait. Ça va le rassurer et sortir de ce cadre, je pense qu'il faudra le faire dans tous les cas au fur et à mesure de l'avancée de l'ado dans sa maladie. Mais je pense qu'au début, dans la phase aiguë des soins, c'est pas rassurant pour l'adolescent. Je pense qu'il vaut mieux rester sur ce cadre-là. Et puis quand avec le professionnel, on aura décidé d'engager tout le travail d'autonomie alimentaire, d'aller un peu plus loin, on essaiera justement de sortir du cadre. Ça fera d'ailleurs l'objet d'objectifs à part entière. Est-ce qu'il faut parler en calories aux ados ? Les calories, enfin moi en tout cas, je les évoque jamais en consultation avec l'ado. Ou alors, si, c'est pas vrai, ça peut m'arriver dans la toute première consultation, au tout début, pour faire prendre conscience à l'adolescent que sa perception de la réalité n'est pas la bonne. Par exemple, si ça peut m'arriver au tout premier entretien de dire, quand l'adolescent m'a décrit ses consommations alimentaires et qu'il me dit qu'il compte les calories, de lui demander ce qu'il pense de ce qu'il vient de me décrire, combien ça fait selon lui. Et parfois, et très souvent même, il se trompe. C'est-à-dire que son alimentation fait 1000 calories, 800 calories, et lui va décrire une alimentation à 2000 calories. Et donc, à ce moment-là, ça peut être intéressant de chiffrer en calories ses apports actuels
pour lui faire ouvrir les yeux sur Ouais. la situation. De manière très ponctuelle, alors ça peut t'arriver d'en Voilà, parler. ça peut arriver au tout début, mais en tout cas, je m'en sers jamais dans les objectifs que je mets en place avec Ouais. les patients, sur les documents que je leur donne. Comment dire, au maximum, il y a des grammages. Pareil, dans la phase vraiment aiguë de la maladie, si on a besoin de cadrer vraiment ces apports. Mais même les grammages, on essaie de s'en défaire assez rapidement et de parler en portions, ou en poignées, ou en taille d'assiette. Mais ouais, on essaie vraiment de soulager le patient de tout ce contrôle, et donc des calories, des grammes, etc. Et comment ça se passe à l'hôpital? Parce que là, les repas leur sont imposés. Alors tout à fait. Alors à l'hôpital, c'est des cas, comme on a dit tout à l'heure, c'est des cas déjà plus graves. C'est aussi donc plus grave d'un point de vue nutritionnel, mais plus grave aussi dans le sens où très souvent, si les soins n'ont pas fonctionné en ambulatoire, en consultation, c'est que le patient n'a pas fait le choix d'aller mieux. Le patient refuse de mettre en place les objectifs diététiques, des objectifs nutritionnels, refuse de reprendre du poids. Et donc ça complique vraiment les choses. Donc ça induit qu'à l'hôpital, il y ait d'autres outils qui soient utilisés. Et parfois, la situation nutritionnelle est tellement préoccupante, le pronostic vital étant engagé, on a d'autres choix que d'utiliser des supports de nutrition entérale, des sondes nasogastriques avec nutrition entérale, simplement pour faire en sorte que la situation nutritionnelle s'améliore un minimum, pour sortir le patient de cette zone rouge, parce qu'on sait que tant qu'il est dans cette zone rouge de dénutrition, le travail psychologique va être très compliqué à mener. Parce que le cerveau, comme tous les organes du corps, en prend un coup et se met au repos. Et donc c'est pas toujours... on n'a pas le choix, souvent, que d'y aller par étapes à l'hôpital et de forcer un petit peu la renutrition au début pour ensuite pouvoir travailler tout le reste. La priorité, c'est la nutrition, l'alimentation, dès qu'un ado est hospitalisé. Dans un état de dénutrition avancé, mettant en péril la vie de l'adolescent, oui, c'est la priorité, ça c'est certain. Et vous, en tant que diète à l'hôpital, vous devez passer tous les jours? Comment ça marche pour voir un petit peu ce qui a été mangé? Parce que, allez, des ados, ils peuvent peut-être un peu gruger aussi de temps en temps, non? Ouais, alors... J'imagine. Au début de la prise en charge, quand le patient arrive, en général, ils sont dans des états de dénutrition catastrophiques. À l'hôpital, ils sont complètement envahis par leur pensée anorexique, ce qu'on appelle les cognitions anorexiques. Et à ce moment-là, oui, il faut les voir quasi tous les jours, en tout cas les premières semaines, pour les rassurer, pour faire leur menu repas par repas, vraiment avancer au jour le jour, leur fixer des objectifs très très progressifs pour qu'ils puissent avancer. Ça m'est déjà arrivé de nombreuses fois d'être devant un patient aphagique qui n'a pas mangé depuis 2 semaines, à qui on a posé une sonde depuis quelques jours et pour qui il va falloir passer par toutes les étapes. Pour qui même un verre d'eau, c'est compliqué. Donc c'est certain que il y a une intensité des soins qui est différente si on est au début de la maladie déjà ou si le dado a déjà progressé, et qui est différente aussi si on est à l'hôpital ou si on est en ambulatoire, en consultation. À l'hôpital, vous pesez les ados souvent quand même pour voir s'ils reprennent du poids? À l'hôpital, comme la dénutrition, c'est la priorité, oui, il faut évaluer les avancées de l'ado en ce sens. Et donc, oui, on les pèse au moins une fois par semaine. Et on fixe d'ailleurs des objectifs en fonction de l'avancée au niveau du poids. Ensuite, on élargit un petit peu ces pesées. Donc, on va le peser de moins en moins, voire arrêter complètement quand on sait que le patient est hors de danger. Donc, un ado à l'hôpital, donc il y a... les repas qui ponctuent un petit peu la journée. Qu'est-ce qu'il a comme activité, comme chose à faire aussi?
Bon, alors là, tout dépend des services Ouais. hospitaliers qui ont comment dire, plus ou moins de moyens, plus ou moins d'outils à proposer. Mais dans l'idéal, des activités. Dans le service où j'étais, il y avait beaucoup d'activités, d'ateliers thérapeutiques, de socio-esthétique, d'ateliers de jardinage, d'ateliers culinaires aussi que je menais en tant que diététicien, d'ateliers. Il y avait même un atelier boxe alors on s'entend, c'est de la boxe vraiment très cadrée, ça reste un atelier thérapeutique, donc ça reste du soin. Mais voilà, après ils ont des temps, donc ils ont des temps pour ces ateliers thérapeutiques, ils ont des temps un peu plus libres, où ils ont aussi, c'est pareil, ça dépend des services, hein, des hôpitaux, mais où ils peuvent avoir droit à leur téléphone. Et voilà, c'est assez différent en fait en fonction de Ouais. chaque service. Donc là, on parle toujours à l'hôpital. Il y avait qui comme autre professionnel, donc diététicien, un médecin qui coordonne? L'équipe est assez fournie en général, donc il y a toujours des psychiatres, des psychologues, des internes de psychiatrie, bien souvent. Il y a une équipe de psy, une équipe qui s'occupe des soins somatiques, donc avec des pédiatres, et des professions paramédicales variées. Il y a des diététiciens, il y a des psychomotriciens, voilà, parfois il y a des éducateurs, des enseignants en activité physique adaptée. Il peut y avoir, enfin voilà, il y a beaucoup de professions qui peuvent intervenir et encore une fois, je crois que c'est encore dépendant un petit peu de chaque service et de chaque méthode. Quelle est la place, donc là on parle toujours de l'hôpital, quelle est la place accordée à l'activité physique? L'activité physique pour des patients anorexiques, dénutris, elle est très limitée. Dans la mesure du possible, on arrête complètement l'activité sportive de ces patients. Pourquoi ? Parce que l'activité physique augmenterait leurs besoins. Si leurs apports sont ici et que leurs dépenses sont ici, augmenter leurs dépenses, ça créerait un écart entre les apports et les dépenses qui favoriserait justement la dénutrition, une perte de poids, etc. Donc là, ça va être tout l'inverse. L'idée, ça va être d'arrêter complètement leur activité physique pour que l'écart puisse se faire dans l'autre sens et qu'ils puissent se renutrir efficacement. Malheureusement, pour beaucoup de patients souffrant d'anorexie, Compliqué. voilà, c'est compliqué. L'activité physique, ça peut être un symptôme, le moyen pour l'ado de contrôler son poids, de se dépenser. Et à ce moment-là, d'ailleurs, on ne parle pas d'activité sportive, d'activité physique, on parle d'hyperactivité physique. Et dans ce cas, quand c'est trop difficile pour l'ado, il y a des adolescents qui font ce qu'on appelle des crises classiques, des crises de colère, etc., et qui supportent pas cette frustration et toutes ces angoisses liées à leur poids. Et donc, parfois, quand on leur dit d'arrêter complètement cette hyperactivité physique, ça se passe pas bien. À ce moment-là, avec l'équipe de soins, il peut être convenu d'un cadre, pas alimentaire cette fois, mais d'un cadre au niveau de leur activité physique pour leur permettre d'avoir quand même une activité sportive vraiment modérée, raisonnable, qui ne mette pas, ou en tout cas le moins possible, leur santé en jeu. Et à ce moment-là, on peut leur faire un petit programme avec des soignants spécialisés aussi. Donc, soit des kinés, des éducateurs en activité physique adaptée, pourquoi pas le diète aussi, enfin, en tout cas des personnes qui s'y connaissent. Et voilà, et en général, ça les aide. Le but, c'est de trouver un compromis, en fait, entre ce que l'adolescent peut supporter et ce qu'il n'augmenterait, voilà. Ouais. Et ce qui n'augmenterait pas trop ses dépenses physiques. Là, on a bien parlé de cas quand même assez avancés, parce que c'est quand même des ados qui sont hospitalisés en libéral. Donc, tu vois des ados moins malades, on va dire. Tu leur conseilles alors à eux de faire du sport ou Alors, l'activité? en libéral, tout ce que je viens de dire par rapport aux patients hospitalisés, c'est un petit peu les mêmes méthodes en fait en libéral, mais dans une moindre mesure. On va dire que le sport, c'est pareil. Même pour des patients anorexiques que je vois en libéral, d'abord, j'évalue leur état nutritionnel. S'ils sont dans un état de dénutrition, non, je vais tout faire pour les inciter à limiter justement leur activité physique.
En revanche, si je vois que le sport, si je vois qu'il ne s'agit pas d'une obsession, mais vraiment d'une question de bien-être, etc., que c'est important pour l'ado, euh, eh bien, on peut aussi s'en servir comme source de motivation. Par exemple, si le poids de forme d'un ado est enfin en tout cas le poids de santé, je préfère parler de poids de santé, est à 55 kilos et qu'il est à 45 kilos à l'heure actuelle, on peut se donner comme objectif qu'à 50 kilos, à mi-chemin, on réintroduira une séance d'activité sportive par semaine de son choix, avec un parent ou avec son coach sportif, ou en tout cas avec un accompagnement à ce moment-là. Est-ce que c'est un bon conseil, ça, d'intégrer les ados à la préparation des repas à la maison? Non, au contraire, on va essayer d'extraire le plus possible l'ado de la cuisine, de la préparation des repas, même du service des repas. On va essayer de confier ça aux parents. On va permettre aux patients petit à petit de remettre les pieds dans la cuisine, mais par exemple une seule fois par semaine pour commencer, pour faire de la pâtisserie avec son petit frère, et en tout cas faire en sorte que ce soit vraiment du plaisir et pas du contrôle. Ok, super intéressant. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité, à ton avis, en tant que diététicien, pour prendre en charge des ados? Parce que c'est pas du tout la même manière de s'exprimer. Alors ouais, déjà des ados, et puis des ados qui souffrent de troubles du Ouais, comportement alimentaire, ça fait une double spécificité. Euh, je dirais que déjà, faut en avoir envie, ouais, parce que carrément. Il faut se voilà. sentir ouais, à l'aise aussi. Et puis je pense qu'il y a aussi un peu d'expérience. Personnellement, je sais que c'est mon expérience hospitalière qui m'a permis d'être à l'aise avec les enfants, avec les ados, avec leurs parents. C'était pas du tout le cas quand je suis arrivé dans le service où j'avais bossé avant qu'avec des adultes et où le contact, la relation était tout à fait différente. Donc je pense que voilà, il y a aussi, je pense que c'est un peu normal au début de ces prises en charge de pas être super à l'aise. Et puis après, quand on est davantage sûr de soi et de ce qu'on propose comme aide aux patients, je pense que ça se ressent. Et le patient le rend bien, nous fait confiance et ouais, ça se passe bien, ça se sent dans la relation. Donc je pense qu'il y a... Voilà, il faut un petit peu d'habitude pour bosser avec des ados et puis pour bosser dans les troubles des conduites alimentaires d'une manière générale, je pense qu'il faut avoir une sensibilité particulière aux problématiques psychologiques voilà, et être en mesure de se poser des questions, d'avoir pas mal d'esprit critique, parce que parfois l'ado arrive avec une demande, l'ado ou les parents arrivent avec des demandes qui sont et finalement le soin diététique va pas du tout répondre à leurs demandes. Eux sont en demande, par exemple, typiquement d'une perte de poids, alors que cette perte de poids n'est pas nécessaire. Et donc là, tout l'objectif, ça va être de faire en sorte justement de les détendre sur ce sujet du poids et de déconstruire certaines idées reçues et en tout cas de faire en sorte qu'ils s'alimentent le plus normalement possible et qu'ils oublient ces idées de contrôle du poids. Mhm. Est-ce que tu arrives à les débloquer, toi? Parce que il y a certains ados qui sont pas très à l'aise à l'idée de discuter, d'expliquer. Est-ce que tu arrives à les débloquer? Du coup, qui sont pas très à l'aise à l'idée. Ouais, tu sais, de parler. Je sais pas, est-ce que tu as une petite technique, toi, pour les faire un peu se débloquer? Est-ce que, dans un premier temps, tu préfères les voir tout seuls? Je reçois toujours l'adolescent seul dans un premier temps. C'est souvent plus facile pour lui de Ouais, faire parler, communiquer, ouais. voilà, de parler de ses soucis alimentaires, de ses symptômes, et aussi parfois de ses parents, parce que très souvent, Ouais. souvent il y a un lien plus ou moins fort, mais en tout cas, le symptôme vient aussi dire des choses sur l'histoire familiale Tout à fait. et sur les relations intrafamiliales. Donc voilà, je reçois toujours l'ado seul dans un premier temps. En général, je fais toute mon enquête alimentaire, mon recueil de données seul avec l'ado. Alors ça peut m'arriver que l'ado soit très fermé, qu'il ne veuille pas communiquer, etc. Donc ça peut m'arriver aussi de faire venir le parent un peu plus tôt dans l'entretien. Mais sinon, je finis l'entretien de base et en fait, je reçois je fais rentrer les parents au moment du débrief en fait et de la mise en place des objectifs. Je fais toujours un petit résumé aux parents de ce qu'on s'est dit en posant la question au préalable en off à l'ado pour savoir si les parents sont bien au courant de tout ce qui vient de se dire, Mhm. si
il y a des choses que j'estime importantes à dire aux parents, je préviens l'ado et je lui demande sa permission, mais en lui expliquant que ça va être important d'être clair sur ces sujets-là. Et voilà, donc en fait, je fais un petit résumé pour tout le monde. On s'assure que tout le monde ait bien compris tout ce qui vient de se dire. Et après, on met ensemble, tous les trois, en place des objectifs diététiques. Est-ce que tu as déjà été confronté au fait que ce soit les parents qui, sans le faire exprès, hein, attention, de manière très inconsciente, projettent certaines de leurs peurs sur leurs enfants et qu'on puisse peut-être se retrouver avec un enfant qui a peur de prendre du poids, donc, voire peut-être même anorexique, parce que peut-être que la maman ou le papa a souffert dans son enfance de moqueries ou qu'elle était en surpoids et qu'elle veut absolument pas que ça se reproduise chez les enfants. Tu as déjà vécu ça ? Oui, tout à fait. Pour te répondre, je vais surtout te donner un exemple, je pense qu'il sera plus parlant. Il y a quelques mois, je rencontrais un ado pour la première fois, un ado de 14 ans. Pas tout mince, mais je me suis même pas posé la question de son poids à la base. Et puis, je le reçois seul en entretien, on fait un petit peu connaissance, un ado assez timide, qui me dit que voilà, il aimerait perdre un petit peu de poids, etc., qu'il n'y arrive pas trop. Donc je fais mon recueil alimentaire, etc. Finalement, j'invite sa maman à nous rejoindre en consultation. Et sa maman décrit, elle, des consommations d'aliments de la part de son fils, la nuit, entre les repas, des grignotages, elle retrouve des paquets de gâteaux, de biscuits vides dans sa chambre, etc. Et à ce moment-là, il m'explique que l'objectif de ce rendez-vous, c'est d'aider ce garçon à perdre du poids. Donc moi, quand il me parle du poids et que, a priori, je calcule discrètement le rapport poids-taille de cet ado, etc., je vois qu'il n'y a pas de souci. Quand il me parle du poids, je me penche un petit peu sur ses courbes de croissance. Ils avaient amené le carnet de santé de ce jeune. Puis je vois que les courbes, elles sont tout à fait harmonieuses, il n'y a pas de souci. Oui, il est plutôt dans le haut des normes d'un point de vue du poids, mais ça n'induit pas du tout de danger ni même de risque pour sa santé pour le moment. Donc à ce moment-là, moi, mon boulot, c'est surtout de leur faire prendre conscience qu'il n'y a pas de problème d'un point de vue pondéral. Et ça ne va pas être de foncer tête baissée en respectant leur demande qui est une perte de poids. Je me suis vite rendu compte les semaines suivantes que, en faisant en sorte que l'adolescent arrête les régimes dans lesquels il était, les régimes restrictifs, et simplement en augmentant ses consommations alimentaires aux repas principaux. Il a arrêté de grignoter. Voilà, que les grignotages se sont arrêtés, qu'il ne mangeait plus la nuit, il n'en avait plus besoin en fait. Ouais, il avait juste faim la journée. C'est ça. Ces compulsions, pseudo-compulsions, ces grignotages, ils venaient simplement répondre à un besoin physiologique. Qui était induit par la maman qui avait peut-être peur qu'il prenne du poids. Exactement. Ouais. Et donc voilà, donc là, c'était une maman qui, en voulant bien faire, parce qu'elle était inquiète, très souvent, il y a déjà des antécédents parfois de troubles des conduites alimentaires ou de surpoids chez les parents, dans l'entourage. Donc les parents peuvent en avoir peur et en voulant bien faire, peuvent induire certains comportements qui ne sont pas adaptés chez leurs enfants. Donc c'est aussi le rôle du diététicien, du professionnel de santé, d'identifier ça et de remettre les choses un petit peu à leur place. Cet ado-là, au bout de ces changements positifs, ils se sont opérés vraiment rapidement. Dès qu'on a rehaussé ses apports aux repas principaux, les symptômes ont disparu et la courbe suivait son cours. Il n'y a pas de souci, elle fait sa croissance normalement, il va bien. Ok. Qu'est-ce que tu utilises comme outil en consultation avec tes patients anorexiques ? Alors, j'utilise beaucoup d'outils toujours pareil, dans la phase aiguë de la maladie et quand on doit mettre en place un cadre renforcé. Donc, à ce moment-là, j'utilise très souvent une répartition dans mes documents type que j'utilise pas tout le temps pour tous les patients, mais c'est une répartition alimentaire type avec les différents repas, les différentes familles d'aliments. Et à côté, moi, je marque à la main, on marque avec l'ado, on se met d'accord sur des quantités adaptées à consommer, qu'on réévaluera après d'entretien en entretien. Les quantités, comme je l'évoquais aussi avant, je les indique en portions.
d'aliments, et pas le moins possible en grammage, le moins possible en calories, enfin pas du tout en calories même. Ce document-là, il va me servir à cadrer les quantités, la variété minimale, c'est-à-dire les différentes, faire en sorte qu'il y ait les différentes familles d'aliments. Et voilà, donc ça va cadrer les apports alimentaires de l'ado. Après, j'ai d'autres documents qui vont cadrer un petit peu plus les conduites alimentaires à tenir et les règles de vie à se fixer à la maison sur le service des repas, la préparation des repas pour l'ado, mais aussi pour les parents. Et un autre document aussi que j'utilise très régulièrement, c'est une liste que moi j'appelle liste des aliments difficiles, que je propose aux patients, où il me fait la liste en fait des plats, tous les plats auxquels il pense. Je lui demande quelque chose d'assez exhaustif, classé par famille d'aliments. Ce que je lui demande, c'est de mettre une note à côté, une note sur... avant, je disais sur 10. Maintenant, je dis sur 100 parce que souvent, c'était pas assez précis pour les patients. Donc, je leur dis de mettre une note sur 100 en fonction de la difficulté qu'ils ont à reconsommer cet aliment. Donc, avec 100, très difficile, et 0, complètement, qui pose pas de problème. Et donc, voilà. Et donc, on va avoir les frites, les hamburgers, les fast-food, tout ça avec des notes très élevées, et d'autres aliments avec des notes moins élevées. Et ça, c'est très intéressant pour déterminer et suivre aussi les spécificités et les peurs de chaque ado de façon assez personnelle, parce qu'il y en a qui vont avoir peur de tous les aliments, d'autres qui vont avoir peur des féculents en particulier, d'autres de certains féculents en particulier, d'autres qui vont pas du tout avoir de peur en fait sur le plan alimentaire, je veux dire au niveau de la variété des aliments. Ils vont pouvoir vraiment manger de tout, du McDo, des fast-food sans problème, mais par contre qui vont tout va être une question de quantité. Ces ados-là, de toute façon, ils me le disent rapidement. Quand je leur propose ce document-là, ils me disent non, mais en fait, moi, je peux manger de tout. C'est juste la quantité qui. Souvent, c'est des ados qui vont compter les calories, etc., et qui vont se fixer un objectif à pas dépasser. Donc, tant qu'on le dépasse pas, peu importe, ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Puis après, dès qu'on doit dépasser, ça va poser problème. Donc voilà, en tout cas, j'ai cet outil-là aussi que j'utilise beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une ado, une fois, au fur et à mesure des consultations, barrait la note qu'elle avait mis à un aliment et la modifiait parce que ça avait bougé en fait c'est pour bien. Elle. La progression. Voilà. Et du coup, c'était super. Je me suis dit, t'as très bien fait. Ça nous permettait de voir l'évolution justement de ces cognitions anorexiques, de ces peurs. Et c'était intéressant. Et maintenant, je demande d'ailleurs systématiquement aux ados de le garder. Quand ça fait longtemps qu'on ne s'est pas repenché sur ce tableau-là, de le ressortir et de faire une petite mise à jour en n'effaçant pas les notes, mais en les barrant pour qu'on puisse quand même y avoir accès, et en marquant la nouvelle note. Ok. Est-ce que ce sont des patients que tu vois plusieurs fois ? Alors oui, tout à fait. Suivi pour ces patients. Ouais. C'est un vrai suivi au long cours. C'est des patients, par exemple, quand j'ai bossé 4 ans dans le service hospitalier spécialisé que j'évoquais auparavant, il y a des patients que j'ai suivis pendant les 4 années où j'y étais. Il y a des patients... ça reste quand même long, ces problématiques d'anorexie. Encore une fois, ça induit des problématiques psychiques qui nécessitent des soins longs. Donc, tout combiné, ça prend du temps. Donc, je les vois à une fréquence assez variable, on va dire une fois par semaine, vraiment, pendant les premières semaines pour les patients qui vont vraiment très mal. Après, ça va, je les vois une fois tous les 15 jours, une fois par mois, et une fois tout... Il y en a que je continue à suivre une fois tous les 6 mois parce qu'ils sont demandeurs et que ça les rassure. Voilà, ça les rassure. Mais c'est vraiment adapté aux besoins de chacun. Est-ce que tu as déjà eu un patient anorexique qui devient hyperphagique ? Alors oui, tout à fait. Ça fait partie des spécificités de cette maladie, non ? Je me trompe peut-être, mais... Alors oui, c'est vrai que depuis le début de notre entretien, on parle de l'anorexie mentale, mais c'est un TCA qui est très lié à la boulimie. Parce que la boulimie, c'est des restrictions, mais accompagnées de compulsions alimentaires. Donc de compulsions alimentaires, c'est-à-dire de consommation d'aliments sur une courte période, avec un sentiment de perte de contrôle et en grande quantité. Et donc, et avec des conduites
conduite compensatoire. C'est-à-dire que pour faire face à ces compulsions alimentaires, l'ado va se faire vomir, prendre des laxatifs, avoir de l'hyperactivité physique qu'on évoquait au préalable. Donc ouais, c'est tout à fait lié. Et c'est à peu près un patient anorexique sur deux chez qui on peut observer au cours de la prise en charge l'apparition de compulsions alimentaires. Alors, qui sont pas toujours très très intenses, hein, je veux dire ça, le patient ne devient pas forcément boulimique, mais en tout cas des petits épisodes de compulsion, c'est très fréquent au moment de la renutrition, etc. Pourquoi ? Parce que ces compulsions, c'est aussi un moyen de l'organisme de faire face à ces restrictions très très importantes, cette situation d'agression que subit un organisme dénutri. Ok. C'est souvent compliqué pour l'ado, hein. Ils en ont très peur, ces ados, de l'apparition de ces compulsions. Donc, il faut vraiment les rassurer, leur expliquer que c'est normal, que c'est très fréquent, que c'est souvent que passager, et que ça répond à un besoin physiologique aussi de l'organisme, que ça veut dire que ça prouve que leur organisme est très dénutri, et que quand leur organisme sera sorti de cette zone de danger, elles s'estomperont. Est-ce que tu as des ouvrages peut-être à conseiller aux professionnels de santé qui nous écoutent ? Avant même de parler des ouvrages, je pense que c'est hyper important de savoir qu'il existe des questionnaires qui sont faciles d'accès et qui permettent le dépistage précoce des différents TCA, dont l'anorexie. Donc il y a le questionnaire SCOFF, le BITE, B-I-T-E, le HIT, E-A-T, et le EDI, qui sont des 4 questionnaires différents, pour certains des auto-questionnaires qui prennent plus ou moins de temps et dont on peut se servir pour justement essayer de dépister le risque ou la présence d'un TCA. Ok. Et pour ce qui est des ouvrages, de certains ouvrages, oui. Moi, je conseille souvent aux ados et à leurs parents, mais aussi aux professionnels d'ailleurs. Je fais la paix avec mon poids de Florian Safer, qui est aux éditions Solar. Et plutôt pour les professionnels, pour le coup, je conseille aussi Troubles des conduites alimentaires de l'enfant et de l'adolescent, de Noël Peretti et Anne Bargiacchi, qui est aux éditions Masson, et qui reprend bien l'ensemble des recommandations sur le sujet. Ok, merci pour toutes ces ressources. Où est-ce que nous, on peut te retrouver ? Alors, je suis encore assez discret sur les réseaux, mais je suis présent sur LinkedIn. Les patients et les proches peuvent prendre rendez-vous sur Doctolib en tapant mon nom et prénom. Et puis, n'hésitez pas à me contacter directement par mail aussi si vous souhaitez communiquer ou si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Donc, on mettra mon adresse mail en description. Mais je pense qu'en insistant encore un petit peu, bientôt, t'en tu auras un compte Instagram. C'est très probable. Je te remercie, à bientôt. Merci à toi.